Bien, Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce sujet me passionne. On a les passions qu'on peut, hein. Mais c'est sincèrement passionnant. La deuxième raison, c'est qu'on entretient historiquement de bonnes relations avec le cabinet Fidal, donc je suis ravi d'être avec vous ce matin. Et puis la troisième raison, je me suis demandé comment j'allais introduire cette matinée. Et puis finalement, je me suis dit, Michel-Édouard Leclerc, lors du congrès des stratégies commerciales le 4 octobre, il a toujours une petite phrase, c'est la phrase qu'il a préparée. Et cette année, il a dit, les négociations seront brutales. Je l'ai fait répéter, il a bien dit brutal. Alors, c'est vrai, ça peut être brutal ou au moins dur, parce que le mot brutal est un peu fort, parce que la conjoncture est compliquée. Ça peut être dur parce que le calendrier, on en parlera, sera resserré. Ça peut être dur parce qu'on est en France, donc on a quasiment, et vous allez nous le montrer, une loi quasiment tous les ans. Et j'ai envie de dire, là du coup je vais m'auto-citer, ça se fait pas, c'est un peu l'ego surdimensionné, mais comme j'ai écrit dans un éditorial, tout ça pour ça. Tout ça pour ça au niveau de la loi. Et le ça, c'est votre quotidien, c'est votre job tous les jours. Et il va pas être simple, il n'est pas simple, et c'est pour ça que je pense que cette matinée est utile, c'est d'essayer de comprendre que va-t-il se passer dans ces nombreuses réunions de boxe jusqu'au 15 janvier pour certains et jusqu'au 31 janvier pour d'autres. On va essayer d'y voir plus clair, donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Le timing est serré, je préviens toutes les personnes des tables rondes, je suis le maître du temps. Et voilà, parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder. Et je cède tout de suite la parole à Philippe Vanny, donc avocat associé directeur du département droit économique de Fidal. Merci doublement, hein, donc d'abord pour être là, parce qu'effectivement vous nous avez fait donc l'honneur et l'amitié d'être de nouveau à nos côtés, hein, pour présenter cette donc conférence matinale, et vous savez combien c'est précieux pour nous. Et puis merci aussi pour me passer la parole pour cette introduction que je vais essayer de caler dans le délai imparti, puisque nous avons un temps effectivement très très contraint. Alors lors de notre conférence donc, que nous avons tenue au mois de septembre de l'année dernière, nous étions donc interrogés sur la question de l'adéquation du contexte, au contexte donc, de la négociation commerciale, de l'encadrement donc légal de la relation commerciale. Nous parlions alors donc de la loi dite Egalim 2, avions abordé les thématiques économiques et juridiques de son application en amont et en aval, et déjà évoqué la question essentielle de savoir s'il convenait à l'avenir de réguler davantage ou au contraire d'assouplir un cadre légal et réglementaire particulièrement strict et dense, sans commune mesure avec les réglementations applicables hors de nos frontières, en ce compris celles de nos plus proches voisins. Alors nous étions quittés sur le constat que l'encadrement légal était un mal nécessaire. Certains avaient parlé d'outils de béquilles pour, et dans l'attente, de créer ou de restaurer un climat de confiance indispensable à l'instauration de négociations commerciales apaisées et vectrices de valeur. La mobilisation de l'ensemble des acteurs du marché lors de la crise du Covid était un exemple significatif donc, de cette possibilité, de cette potentialité. Plus de 14 mois se sont passés. Plus de 14 mois donc, se sont passés et force est de constater que le cadre légal s'est alourdi, puisque ce ne sont pas moins que 2 dispositifs nouveaux légaux qui viennent régir les négociations commerciales 2024. Bon, excusez-moi, le micro, ça va toujours être ma problématique. Le premier dispositif, c'est la loi 2023-221 du 30 mars 2023, loi dite Egalim 3, tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, et dont nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir son auteur, monsieur le député Frédéric Descrozaille, en fin de matinée. Le second dispositif, c'est le projet de loi, vous l'avez cité Yves, portant mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation concernant les produits de grande consommation et dont la commission mixte paritaire vient de nous livrer le 6 novembre la dernière mouture. Ce cumul inédit est certes conjoncturel, puisque le projet de loi précité, circonscrit aux produits de grande consommation et aux négociations commerciales 2024, n'a pas vocation à être pérenne. Nous aborderons au cours donc, de cette matinée les grandes lignes de cette nouvelle réglementation, avant de débattre de ses incidences sur la négociation commerciale et sur les perspectives d'atteinte ou non de l'objectif imparti, à savoir permettre aux consommateurs de bénéficier plutôt de baisses de prix sur les produits de grande consommation. Et certains de prédire que sur ce dernier point, il est probable que la montagne accouche d'une souris. Plus durable est la difficulté, telle qu'illustrée par la frise qui va donc se projeter, que vous avez donc sous les yeux et qui égrène la longue liste des textes législatifs et réglementaires qui se sont succédés
depuis l'ordonnance du 1er décembre 1986, donc point de départ de la volonté d'encadrer fortement la relation commerciale. Difficulté pour le législateur ou le gouvernement d'élaborer un cadre légal ou réglementaire apte à concilier, dans un contexte de disparité des forces en présence, d'une part, la liberté de négocier, qui est l'essence même du commerce, un commerce par nature inéquitable, car animé de part et d'autre par la recherche du gain, et puis d'autre part, le besoin de protéger la partie faible, exposée aux éventuels abus commis dans l'exercice de cette liberté de négocier. Les titres des textes légaux, des ordonnances, des décrets qui se sont succédés à raison d'1 à 2 textes par an, sans trouver de solution malheureusement ou de clé, sont en ce sens particulièrement éloquents, évoquant les principes de transparence, de loyauté, d'équilibre, de confiance, d'égalité des chances. Ainsi notamment peut-on lire dans les 3 dispositifs, composant ce qu'il est communément appelé le dispositif EGalim, le besoin d'instaurer un équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole, EGalim 1, la protection de la rémunération des agriculteurs, EGalim 2, et le renforcement de l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, la relation aval, EGalim 3. Alors pour présenter cette difficulté, je vais vous donner donc l'exemple donc de la problématique qui est celle donc de l'encadrement de la discrimination. Discrimination qui, bien évidemment, tarifaire, hein, qui est au cœur de la négociation. Dès 1986, le législateur a fortement régulé la négociation commerciale, et plus généralement la relation commerciale, pour tenter d'en faire un monde équitable, avec pour principe général l'application d'une même règle pour tous, et en corollaire, l'obligation de justifier de façon objective toute différenciation de traitement à l'achat ou à la vente. Si cet objectif de protection relève certainement d'une intention louable, force est de constater qu'il complexifie le processus de négociation au point de parfois le paralyser. La discrimination est en effet inhérente au processus de commercialisation. Le fournisseur a pour objectif de vendre aux meilleures conditions, un distributeur d'acheter à son seul avantage. Et l'obligation de justifier tout écart de traitement peut devenir dès lors, dans le cadre de situations commerciales pour la plupart du temps similaires, délicates, voire impossibles. Ainsi, au regard des textes de vente, accorder au fournisseur un avantage tarifaire particulier, une condition particulière de vente, implique de justifier la dérogation à la règle générale. Pourquoi ai-je donné plus à Leclerc qu'à Casino? Et implique notamment l'octroi par le distributeur avantagé d'une contrepartie non manifestement disproportionnée à l'avantage qui lui est accordé par le fournisseur. Et cette exigence de contrepartie peut elle-même être un obstacle à la conclusion de l'accord commercial si le distributeur ne se trouve pas à son tour en mesure de justifier l'intérêt de cette contrepartie ou la proportionnalité de cette contrepartie qu'il va donc concéder en contrepartie de l'avantage qui lui a été concédé. Cette difficulté de trouver des contreparties suffisamment différentes pour justifier de façon objective les différences de traitement avait été d'ailleurs une des causes qui avait amené en 1996, donc période de la loi Galland, les parties à abandonner la négociation sur le terrain de la marge avant, prix et réduction de prix, pour consacrer exclusivement pour inscrire cette négociation en marge arrière, les prestations de services. Ce qui avait amené parfois certains distributeurs à vendre plus de services qu'ils ne pouvaient en offrir ou à survaloriser le prix de ces services. Face à cette dérive, il y a la demande des acteurs du marché, c'est une demande quand même générale. La loi de modernisation de l'économie, dite LME, était en 2008 revenue sur cette obligation de justifier les discriminations opérées, laissant aux fournisseurs et aux distributeurs, aux vendeurs et aux acheteurs, une plus grande autonomie. Ce principe, qui rassemble encore aujourd'hui beaucoup de suffrages, était posé de celui de la liberté de négocier dans la limite de l'abus. Et le Code de commerce était venu à ce titre s'enrichir d'une liste de pratiques qualifiées d'abusives, lourdement sanctionnées. Cet équilibre pouvait apparaître séduisant, mais avait rapidement trouvé ses limites dans le fait que les moyens de contrôle n'étaient pas en nombre suffisant pour appréhender de façon effective les pratiques opérées et sanctionner les abus commis. L'interdiction de discriminer sans justification objective a été réintroduite par le dispositif EGalim, voire même renforcée par la loi dite Descrozaille, qui l'applique donc désormais à l'ensemble des produits de grande consommation, lesquels recouvrent des produits alimentaires et non alimentaires. Alors, ce n'est pas le seul point amené par la loi Descrozaille qui modifie
complète sur de nombreux points les dispositifs existants et innove, notamment s'agissant de la question de l'application aux négociations commerciales du régime de la rupture brutale de la relation commerciale établie. Pour vous présenter certaines des thématiques de cette loi, qui s'applique pour la première fois aux négociations commerciales 2024, nous avons réuni dans le cadre de tables rondes les expertises des directions juridiques, communication et relations extérieures des fédérations professionnelles, de l'ANIA, Association nationale des industries alimentaires, de la FCD, Fédération du commerce et de la distribution, et de la coopération agricole, que je remercie d'être à nouveau à nos côtés. Et les expertises des avocats et juristes du département économique de notre cabinet. Alors, pour des raisons d'organisation et de timing, vous ne verrez que 9 d'entre eux, étant précisé que notre équipe nationale rassemble aujourd'hui près de 130 professionnels situés sur l'ensemble du territoire français et intervenant auprès de l'ensemble des acteurs du marché, tous secteurs confondus. Et ces expertises, notamment face donc au lobbying qui s'exerce, face aux joutes donc des chambres parlementaires, face donc à des situations d'urgence, puisque ces textes sont généralement donc votés dans les situations d'urgence, amènent à des textes donc parfois obscurs, hein, donc au début peut-être limpides, et puis ils finissent par s'obscurcir. Et on a besoin pour cela de plus en plus de l'interprétation donc des autorités de contrôle. Et en premier lieu, bien évidemment, de l'interprétation faite par la Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes, dont nous pouvons mesurer, au travers du support que normalement passe derrière moi, l'ampleur et l'importance du travail effectué. Alors, je remercie Madame de Veil-Fontina d'avoir accepté notre invitation et de nous faire part de la place aujourd'hui occupée par la DCRF dans cette mission d'interprétation des textes non légaux et ce contrôle d'effectivité de la loi. Alors, vous l'avez compris, le programme de la matinée est riche. Par voie de conséquence, le temps contraint, Yves l'a dit, donc je parle déjà trop. Nous serons donc amenés à sélectionner les questions posées au travers d'un chat pour les participants qui sont en distanciel et à réserver, en fonction de l'état d'avancement de cette matinée, les questions donc, dans la salle, alors soit en fin de table ronde, soit donc en fin de matinée. Voilà, je me tais donc désormais et vous laisse la mission difficile de gérer donc, le temps de parole de nos intervenants. S'agissant d'avocats, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple avec les avocats. Ouais. Merci beaucoup Philippe de cette intervention. Merci.